Et salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Nourris ta santé. Aujourd'hui, je ne suis pas tout seul, je suis en compagnie de Tom. Salut Tom. Salut. Aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet qui est précis, mais qui concerne, je pense, ou du moins qui interpelle pas mal de gens, qui est tout simplement les ligaments croisés. Et justement, avant que Tom, tu nous expliques, que je te pose différentes questions à propos de ça, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît? Alors, moi, pour me présenter brièvement, actuellement, je me définis plutôt comme un professionnel du sport parce que j'ai différentes casquettes. Donc, je dis, ouais, professionnel du sport, professionnel de santé parce que, en fait, bah, moi, je travaille essentiellement à l'hôpital. C'est la grande majeure partie de mon temps où je Ok. travaille avec des personnes en situation d'obésité. À côté de ça, moi, je travaille dans le coaching sportif et je travaille dans la préparation physique dans le rugby. Donc, je suis passé par le haut niveau, j'ai fait des pôles, j'ai fait une équipe en première division, j'ai été au Stade français. Donc, j'ai fait pas mal de choses dans la prépa. Actuellement, j'en fais un peu moins. En fait, je travaille avec une équipe, là, Anthony, en Fédéral 2, mais ça Ok. occupe quand même une dizaine d'heures chaque semaine, donc Hmm. c'est quand même pas mal. Et donc, je me définis, voilà, comme ça. Professionnel du sport, de santé, je suis formé en nutrition, je travaille dans la nutrition. Je fais, voilà, un peu de tout ce qui traite, on va dire, à la santé autour de la nutrition, du sport, et aussi la partie, on va dire, au niveau psychologique, au niveau mental, préparation mentale, où je suis formé également. Ok, bah ouais, pas mal de trucs effectivement. Et du coup, aujourd'hui, on va plutôt s'intéresser, on va dire, à la partie sportive, puisqu'on va parler des ligaments croisés. Et justement, est-ce que tu pourrais, pour la première question, peut-être pour les personnes qui voient ce que c'est, on va dire, les ligaments croisés, mais qui savent pas vraiment ce que c'est au final, qui en ont déjà entendu parler, sans plus, est-ce que tu pourrais nous définir justement ce que c'est que les ligaments croisés? Alors, bon, je suis pas prof d'anatomie, hein, mais en fait, les ligaments croisés, déjà, on dit les ligaments croisés tout simplement parce qu'il y en a deux. En fait, il y a le ligament croisé antérieur, le ligament croisé postérieur, donc LCA, LCP. Le ligament croisé antérieur, bah, il passe devant et le ligament croisé postérieur, bah, il passe derrière. En fait, c'est deux ligaments qui se croisent et en fait qui relient, on va dire, les os de notre genou, en fait, la rotule. Et en fait, bah, ça va engendrer, c'est un des principaux ligaments qui entraîne la stabilité autour du genou. Et Ok. en fait, c'est, on va dire, celui qui souvent a des soucis le plus fréquemment, ou du moins qui, lorsqu'il a un souci, les conséquences sont souvent les plus graves. Ok. Et justement, ce ligament-là, tu dis que si on se fait les ligaments, ça pose pas de problème. Et justement, c'est dans quelle situation généralement que les personnes se font les ligaments croisés? Alors, les principales situations en fait où on se fait une blessure au ligament croisé, en fait, ça va être souvent pas sur de grosses contraintes. Donc, en fait, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que quand tu te blesses, ça veut dire que tu as excédé tes capacités. Donc là, si on se blesse au ligament croisé, c'est que en fait, bah, on a excédé les contraintes. Bon, on va dire au niveau de notre genou, et c'est ce qui a fait en fait que le derrière, bah, c'est le ligament qui prend, c'est souvent lui qui prend. C'est pour ça que c'est souvent le LCA ligament croisé antérieur qui pète parce que bah, c'est souvent lui qui prend davantage de contraintes Ok. et il est moins solide par exemple que le ligament croisé postérieur. Des fois on se pète les deux, mais tu vois, généralement on se pète le premier. Et en gros, c'est souvent à grosse contrainte. Grosse contrainte, ça veut dire quoi? Souvent c'est à haute vitesse et avec, on va dire, de la force. Donc en pratique, bah, c'est souvent des sportifs qui se pètent les ligaments croisés et c'est souvent sur soit une réception de saut, soit sur un changement de direction. Ça, c'est les plus communes et c'est souvent des blessures sans contact. Tu vois, un footballeur, un mec, je sais pas, moi je travaille dans le rugby, bah, un mec au rugby, Hmm. souvent ils sont tout seuls. C'est pas suite à un contact, c'est souvent bah, une blessure que tu te la fais tout seul. C'est pour ça, souvent, bah, on voit le mec qui se blesse tout seul. Souvent, si on voit c'est au niveau du genou, bah, souvent on se dit, ouais, c'est le ligament croisé. Après, la troisième cause qui arrive le plus fréquemment, autre les sauts, les changements de direction, bah, en fait, c'est quand tu fais, en fait, bah, ça peut être sur une phase de contact, mais en fait, c'est quand, en gros, bah, ta jambe, elle est mise un peu dans une direction qui est pas naturelle. Mettons, tu fais un plaquage, ta jambe, elle reste bloquée, le mec, il t'emmène dans l'autre sens. Ouais. Bah, là, tu as des lésions au ligament qui arrivent comme ça. Mais globalement, c'est surtout sur des réceptions de saut ou des changements de direction. Ok. Et du coup, quand on se fait, peu importe la situation, quand on se fait les ligaments croisés, généralement, de manière traditionnelle, quels sont, on va dire, les traitements pour régler le problème? Et selon les différents traitements, combien de temps, on va dire, ça peut prendre à guérir, en quelque sorte? Voilà. Quand on se fait, bah, je vais prendre mon exemple à moi, hein, parce Ouais. que bah,
coup, moi, on parle des ligaments croisés, mais tout ça, ça part bah, justement parce que moi, je me suis fait les ligaments croisés il y a un peu plus d'un an. Et en fait, bah, tout simplement, bah, du coup, moi, je me suis fait les ligaments croisés bah, sur un changement de direction. Je voulais faire un Ok. appui intérieur. Bah, je sens tout mon corps qui lâche d'un coup, ça craque. Bah, et au final, bah, j'ai vu après à l'IRM bah, que c'était des ligaments. Enfin, le ligament, moi, j'avais juste le ligament croisé antérieur. Et ensuite, bah, du coup, je suis allé à l'hôpital où je travaille, j'ai fait IRM, tout ça. Donc, j'ai consulté le spécialiste des membres inférieurs de mon hôpital. Qu'est-ce qu'il me dit? Bah, en gros, enfin, le traitement, on va dire classique, il me prescrit des anti-inflammatoires, des antidouleurs. Enfin, il me passe une attelle, il me dit, vous mettez l'attelle pendant un mois, vous faites rien, vous bougez pas. Ensuite, après un mois, il me dit, bah, les 2 mois suivants, vous faites de la kiné. Et ensuite, Ok. en fonction de comment vous vous sentez, on voit si on opère ou pas. Sachant que après, il a même pas cherché à savoir si j'étais sportif ou pas. Mais souvent, ce qui se passe, c'est si tu es jeune et que tu es sportif, bah, on va te dire, bah, va falloir te faire opérer parce que sinon, on va te dire que sans le ligament croisé, tu peux pas reprendre ton sport. Et souvent, donc, ça, c'est le traitement de base. Souvent, on dit, bah, voilà, opération. Donc, l'opération, elle arrive plus ou moins vite. Et une fois qu'on est opéré, bah, il y a une énorme phase de rééducation, de Hmm. réhabilitation pour reprendre ton activité, reprendre ton sport. Et en général, ça prend plutôt au minimum 6 mois pour les personnes les mieux préparées. Souvent, on voit certains sportifs de haut niveau, ça, c'est aux alentours des 6 mois. Et Ok. souvent, ce qu'on sait que dans le sport amateur, bah, c'est plutôt aux alentours des 1 an. Ouais, donc c'est plutôt long, quoi. Ah bah, c'est une blessure hyper longue de manière générale et Ouais. c'est pour ça que souvent les gens ils disent enfin elle est hyper redoutée et il y en a plein ils disent bah fin de carrière en fait quand il y a les ligaments parce que bah, souvent quand tu t'arrêtes 6 mois, un an pour Hmm. reprendre ton activité derrière bah, c'est très compliqué que ça soit d'un point de vue performance parce que bah, souvent il y a une énorme baisse des capacités ou que ça soit d'un point de vue psychologique parce que souvent bah, les gens enfin t'es sportif t'arrêtes de faire ton sport bah, ça va être compliqué. Ça va être Ouais. compliqué de tenir, de ne pas sombrer. Et il y en a, bah, en fait, ils sombrent et ils reviennent jamais. Outre l'aspect performance, bah, il y a l'aspect psychologique. Ok. Et maintenant que tu nous as expliqué, parce que là tu nous as déjà teasé que toi bah tu les as eus et que du coup t'es on va dire sorti de la galère. Et justement, donc ça tu nous as parlé on va dire du traitement traditionnel en quelque sorte. Et comment est-ce que toi tu as fait pour guérir des ligaments croisés et est-ce que tu pourrais nous expliquer on va dire, parce que je me doute qu'il n'y en a pas qu'une seule, les différentes étapes un peu que tu as suivies Alors, bah, donc, je vais récapituler un peu, bah, moi, voilà, ce que j'ai fait pendant la phase où je me suis blessé. Donc, moi, je me suis blessé le 13 juin 2021. Donc, voilà, c'est pour ça que je disais un peu plus d'un an, parce que là, à l'heure où on enregistre, on est en août Ouais, 2022. Et donc, bah, là, à l'heure actuelle, donc on est un peu plus d'un an plus tard. Et moi, depuis cette blessure, bah, en fait, j'ai fait une vingtaine de matchs de football américain, de rugby. Moi, je suis joueur de rugby. Je suis joueur de football américain et j'ai pris une licence au rugby en plus cette année. ok, Donc, j'ai une vingtaine de matchs en tout, ce qui est plutôt pas mal, même pas ouais, un an après la blessure. J'ai fait un marathon, je cours de manière régulière, j'ai retrouvé mes meilleures performances en salle de sport. Donc, à l'heure actuelle, déjà, bah, franchement, je suis bien. Franchement, je fais même pas attention. Enfin, je fais pas attention à mon genou. Je fais autant attention qu'à l'autre genou. Donc, Hmm, il n'y a pas de déséquilibre entre les deux jambes. Et en fait, qu'est-ce que j'ai fait pour arriver à ça? Parce que là, bon, un an, mais j'ai récupéré bien plus vite qu'en un an. Et en fait, bah, déjà, j'ai jamais immobilisé. Ce qu'il faut savoir, c'est bah, du coup, je me suis blessé dans une compétition, moi, le 13 juin. Je me suis blessé, je pense, en fin de matinée. C'était ok, un tournoi, on avait des matchs toute la journée. Je me suis blessé en fin de matinée. Ce qui fait que bah, tous les matchs de la journée, ensuite, j'ai pas joué. hmm, Et en fait, j'étais déjà sur le lieu du tournoi, donc je suis pas rentré chez moi. Donc déjà, première chose que j'ai fait au moment T, et ça, c'est quelque chose que je préconise à tout le monde si on se blesse, c'est de continuer de bouger sur ce qu'on est capable de bouger. Donc moi, en fait, ce que j'ai fait toute cette journée-là et que j'ai continué à faire ensuite en fonction de comment je me sentais, c'est essayer de marcher au maximum. Bien sûr, je dis pas de si tu es incapable de marcher, de poser le pied au sol, bah ça peut être compliqué. Moi, je voyais directement que je pouvais marcher. Je pouvais marcher sans souci, enfin sans souci. Je boitais, mais ouais, déjà, je pouvais tenir debout. Il y en a, ils se blessent, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Ils peuvent à peine poser le pied au sol, ils ont trop mal. Et donc, dans ce cas-là, ça va être un peu plus compliqué de marcher. Mais par contre, on peut faire autre chose. Quand je dis faire autre chose, bah, moi, je marchais. En plus de ça, bah, déjà, je continuais à mobiliser mon genou. Donc, le but du genou, c'est principalement la flexion-extension. Donc, le fait hmm, de tendre la jambe ou de la plier. Bah, ça, c'est quelque chose que théoriquement, tout le monde peut faire, peu importe le stade de la blessure, au moins un petit peu. Moi, quand je me suis blessé, bah,
Quand j'étais à chaud, la journée, franchement, ça allait bien. Là où c'était plus compliqué, c'était à partir du lendemain matin, parce qu'au final, bah ouais, ton corps il se refroidit, ça commence à gonfler. Et le lendemain matin, je pouvais à peine bouger la jambe. Ouais. Mais je savais que j'allais pas immobiliser, donc je cherchais en fait, à tendre, à fléchir, mais du peu que je pouvais faire. Donc c'était un mini mouvement. Imagine que enfin, je pouvais fléchir, je pense, ouais, je pouvais pas tendre la jambe totalement. En gros, là, je peux pas montrer au niveau de la jambe, mais je vais le faire avec mes doigts. Genre là, si je prends mon doigt, je pouvais tendre à peu près presque à fond, mais pas à fond. Genre, je devais avoir, allez, si on dit 180 degrés, t'es à fond, je devais être à 150 degrés, un truc comme ça, si je tendais à Ok. fond. Et en flexion maximale, je devais peut-être être à 120 degrés. J'avais vraiment une amplitude de mouvement très réduite. Mais déjà, j'essayais de bouger sur cette amplitude, donc tendre la jambe, fléchir la jambe, bouger au maximum. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder tout le long de, on va dire, de la blessure et même de manière générale quand tu n'es pas blessé. En fait, il faut solliciter tes articulations de manière régulière. Donc là, Hmm. au niveau, il faut continuer de le solliciter. Parce que, en fait, si tu t'arrêtes de bouger, ben, en fait, déjà, quand tu t'es blessé au départ, ça veut dire que tu as excédé tes capacités. Ouais. Moins tu bouges par la suite, plus tes capacités vont encore diminuer et plus ça va être compliqué de revenir. Donc, si on maintient du mouvement, on va dire déjà on maintient le minimum de choses qu'on est capable de faire à l'instant T, sachant que à J+1, J+2, théoriquement, les premiers jours de blessure, c'est vraiment là où c'est le plus compliqué, mais l'idée, c'est de continuer à bouger. Donc, ça, c'est la première chose, on continue à bouger. Ok. Au niveau souvent des traitements passifs qu'on recommande, donc, bah, par exemple, de la glace, j'en ai jamais mis. J'en ai jamais mis, tout simplement parce qu'en fait, la glace, ça va avoir un effet anti-inflammatoire, comme justement les médicaments anti-inflammatoires. Et en fait, leur but de ces médicaments-là, c'est de réduire l'inflammation pour réduire les douleurs. Hmm. Et en fait, ça dépend du contexte, mais généralement, je ne les recommande pas parce que là, dans le cadre d'une blessure au genou, bah, pour moi, la douleur, elle était largement tolérable. Je dis pas que ça faisait pas mal, mais c'était pas quelque chose où vraiment je souffrais le martyr. Donc, la douleur, elle était tolérable et j'avais pas forcément de grand intérêt à la diminuer davantage en fait, en sachant que si tu prends des anti-inflammatoires, tu diminues l'inflammation, en fait, tu vas diminuer ta récupération derrière. En fait, vraiment, l'inflammation suite à une blessure, c'est quelque chose qui va te permettre de récupérer. C'est quelque chose qui va, en fait, engendrer le processus de cicatrisation des tissus. Si tu n'as pas ça, si tu limites ça, bah, derrière, ton corps, il récupère de manière plus longue, moins efficace. Donc, si c'est tolérable, bah, évite la glace, évite les anti-inflammatoires, évite tout ce qui va, en fait, masquer la douleur, si c'est quelque chose que tu peux tolérer. Là, si Ouais. on prend les tout à l'heure où le mec, bah, il peut pas poser le pied au sol, il a trop mal, il peut pas dormir la nuit parce qu'il a trop mal, là, on a quand même intérêt à prendre des anti-inflammatoires, des antidouleurs. Mais dans le cas où c'est tolérable, bah, évite ça parce que ça va être plus avantageux de ne pas les prendre pour récupérer plus vite que bah, de vouloir les prendre, de masquer, de quasiment pas avoir mal, mais au final, bah, tu vas prendre plus de temps à récupérer. Ouais, c'est ça. Dans le cas où vraiment tu souffles le martyr, là, tu peux les prendre parce que si ça t'aide, par exemple, déjà, rien qu'à mieux dormir, ça va être quand même quelque chose d'important parce que si tu dors pas bien, au final, tu pourras pas bien récupérer. Donc, c'est quand même important, tu vois, par exemple, de bien dormir. Donc, glace anti-inflammatoire, repos, on évite. On bouge, on sollicite sur ce qu'on est capable de faire. Ça, c'est vraiment très important. Le but, c'est pas de se dire, bah ouais, je vais courir parce que je suis capable de courir. Logiquement, de toute façon, tu ne seras pas capable de courir directement. Mais l'idée, c'est de se faire en sorte, justement, d'être capable de courir à terme. Qu'est-ce qu'on peut faire justement pour être capable de courir à terme? Bah, dans un premier temps, en plus de bouger, en fait, on va faire en sorte de entretenir, voire développer, enfin, essayer de développer nos capacités par ce Ok. qui est le moins agressif pour le corps. Donc, si je devais récapituler, par exemple, phase 1, vraiment, on va dire, c'est la phase aiguë de blessure. On cherche à diminuer la douleur. Ça, c'est pour moi, c'est l'objectif de la phase 1, c'est de diminuer les douleurs pour justement ne pas souffrir le martyr au quotidien. Et ça passe par éventuellement anti-inflammatoire si vraiment, vraiment c'est trop compliqué. Mais généralement, ça va être plus être mouvement et en fait des contractions isométriques. Ça va permettre de masquer la douleur. Parce que ces contractions-là, donc les contractions isométriques, pour ceux qui ne sont pas familiers avec ça va être des contractions musculaires sans mouvement. Donc sans mouvement, admettons, tu pousses dans un mur avec tes bras, c'est une contraction isométrique parce que tu vois bien que es capable, tu fais un effort, tes muscles se contractent, mais en soi, il n'y a pas de mouvement. Hmm. L'avantage de ces contractions-là, c'est que lorsqu'elles sont suffisamment longues, en fait, ça va avoir un effet d'inhibition de la douleur. Donc, dans le cadre du genou, si on fait des contractions isométriques, que ce soit, bah, je sais pas, chercher à pousser dans le sol, à fléchir la jambe, à pousser dans un support, etc., de manière statique, bah, en fait, au fur et à mesure du temps, bah, j'aurai de moins en moins de douleur. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on peut faire directement et que j'ai fait dès le premier jour. Là, j'étais sur le terrain, là où je me suis blessé, bah, je commençais déjà à le faire. Ok. Je l'ai fait ensuite.
dans la voiture, je l'ai fait après moi chez moi. Je le faisais tous les jours, plusieurs fois par jour. Là, si on devait prendre un protocole un petit peu en tête, bah, on se dit, je contracte pendant 30, 60 secondes, à peu près ça, entre les deux durées. Et en fait, bah, je le fais plusieurs fois. Et ça, je peux le faire tout au long de la journée parce que le but, vraiment, au début, c'est de diminuer les douleurs. Sachant que ces contractions-là, c'est vraiment des contractions à faible intensité, parce que si je contracte plus fort que ça va être très douloureux. Hmm. Très douloureux. Par contre, ça va pas être dangereux. C'est pas parce que ça fait mal que je vais forcément me péter un truc. Il faut différencier les deux. Et dans la mesure en fait des contractions isométriques, vu qu'il n'y a pas de mouvement, j'ai aucun risque de péter quelque chose au niveau du genou si c'est fait correctement. Donc, je peux, on va dire plus ou moins forcer entre guillemets, parce que je sais que je vais rien casser au niveau du genou. Ouais. Donc, je fais ces contractions-là, j'ai aucun risque. En plus de ça, ça diminue mes douleurs. En plus que ça diminue les douleurs, ça va permettre d'avoir des contractions musculaires, donc de maintenir un minimum les capacités. Hmm. Sachant que le but, ça va être de progresser au fur et à mesure sur l'intensité que je suis capable d'y mettre. Ça, c'est au fur et à mesure du temps. Je vais progresser sur l'intensité que je suis capable de mettre pour justement continuer d'avoir des bonnes capacités musculaires. Donc, ça, on va dire, c'est la phase 1. La phase 2, pour moi, ça va être de retrouver en amplitude. Et la priorité, ça va être de retrouver l'extension du genou. Donc, le fait d'être capable de tendre la jambe totalement. Ouais. Pourquoi? Tout simplement parce que si tu n'es pas capable de tendre la jambe totalement, bah, déjà, tu es limité juste pour marcher. Hmm. Si tu ne peux pas marcher correctement, bah, j'estime que tout ce que tu fais derrière, ça va être compliqué parce que la marche, c'est une des choses, un des moyens de déplacement bah, le moins agressif pour le corps. Si tu ne peux pas marcher correctement, bah, compte même pas sauter ou courir derrière. Ouais. Donc, la priorité, ça va être de retrouver l'extension pour pouvoir marcher. Comment je travaille l'extension? Bah, en fait, je vais faire des choses où justement, je vais chercher à tendre la jambe. Si je vais chercher à tendre la jambe, bah, donc je peux faire mes contractions isométriques avec la jambe la plus tendue possible. Et en fait, le but, c'est vraiment de faire des choses où je vais m'approcher de cette extension. Je peux, par exemple, mettre un élastique à un mur et en fait, je l'accroche derrière mon genou et je vais chercher à tendre la jambe. Plein Ouais. de petits exercices comme ça où vraiment, bah, je vais chercher au fur et à mesure de progresser sur mon extension de genou. Moi, cette étape-là, par exemple, de mémoire, en 3 4 jours, j'avais l'extension totale. Je l'avais Ok. pas forcément à froid, mais à chaud, déjà, je l'avais. Pour l'avoir à froid, j'ai dû attendre peut-être une petite semaine, je crois, et encore. Ouais, donc Je c'était dirais rapide quand pas. même. Franchement, c'était hyper rapide et j'ai atteint l'hyper-extension. En gros, le fait de pouvoir, bah, admettons, je m'allonge au sol, je tends la jambe, Ouais, bah, tu de la fait, surélèves un peu en quelque sorte. le genou au sol et lever le pied du sol, Hmm. bah, ça, c'est l'hyper-extension. Et ça, je crois que je l'ai eu aux alentours des 2 semaines, justement, parce que je travaille dessus de manière régulière. Et du coup, bah, j'ai hyper bien progressé sur ça. Ok. Donc, travail d'extension, c'est la priorité. Mais c'est pas pour autant qu'on doit délaisser tout le reste. En fait, bah, on peut faire du travail de flexion aussi, du travail d'autres choses aussi. Mais le travail de flexion, il est à se faire en parallèle. Parce que si tu n'es pas capable de plier la jambe, bah, dans notre quotidien, on est quand même pas mal assis. Si tu n'es pas capable de plier la jambe au moins à 90 degrés, déjà, bah, le fait de t'asseoir dans ta journée, ça va être compliqué. Hmm. Donc, bah, le but, c'est de faire la même chose pour ce travail de flexion. Donc, bah, je fais du travail sur la flexion de genou, que ce soit en isométrique ou en dynamique, sachant que le meilleur moyen pour moi de gagner en amplitude de mouvement, ça va être les pèse raise. Je ne sais pas si tu vois Alors ce moi que je je... connais parce que j'en fais pendant mon échauffement de mes entraînements, etc. Mais je pense que la plupart des gens voient pas trop ce que c'est, ouais. Alors, ouais, les pèse raise, alors le nom anglais, bon, je ne vais pas le prononcer très bien, mais c'est Progressive Angular Loading, j'ai oublié une lettre, je ne sais plus laquelle, mais en gros, c'est des contractions isométriques progressives ou régressives. En gros, c'est-à-dire soit tu vas chercher, on va dire si on prend l'exemple de la jambe, à tendre la jambe, soit tu vas chercher à la plier, enfin, tu vas être en flexion. Tu vas faire tes Hmm. contractions soit en flexion, soit en extension. Et en gros, c'est des contractions isométriques en fin d'amplitude de mouvement. Là, si je prends mon exemple, bah, le but, c'est de tendre la jambe à fond et ensuite bah, d'avoir des contractions dans cette position. Ça va être les contractions de Pérez-Rez. Et en fait, ces contractions-là, elles vont permettre d'envoyer le signal à ton corps qui maîtrise cette amplitude de mouvement-là. Et ça va être le meilleur moyen de progresser par la suite encore plus en amplitude. Que ça soit là, bah, dans une phase où on est blessé, mais ça peut être la même chose. Mettons, tu veux gagner en souplesse, tu veux gagner en mobilité, bah, c'est le meilleur moyen de progresser en amplitude de mouvement. C'est ça, Tout ouais. simplement parce qu'en fait, ça va être du travail de force dans tes tissus. Si tes tissus ils sont capables de mettre de la force, bah derrière, ils vont être capables d'aller dans cette amplitude-là. S'ils ne sont pas capables de mettre de la force, mais par contre que tu es capable d'avoir une amplitude, donc ce qu'on appelle la souplesse passive, bah
en fait, tu peux y aller, mais derrière, tu n'es pas fort dans cette position, donc ça peut être dangereux. C'est ce qu'on voit par exemple avec les personnes hyperlaxes. Bah, elles Hmm. sont capables de bouger sur des grandes amplitudes, mais elles sont pas fortes sur ces amplitudes-là, et du coup, elles ont souvent des soucis articulaires. À l'inverse, tu prends une personne qui est forte, mais qui n'a pas d'amplitude de mouvement passive, bah, elle va pas pouvoir aller dans les amplitudes. Par contre, elle va être forte dans ses amplitudes. Par contre, si elle va plus loin que l'amplitude qu'elle est capable d'aller passivement, admettons, bah, tu vas sur un plaquage de rugby, tu te retrouves justement dans une position où tu n'es pas censé aller, bah, généralement, ça peut être, tu te blesses. Ouais. Donc, c'est hyper important d'avoir de l'amplitude de mouvement, donc on va dire de la souplesse. Moi, j'appelle ça de la souplesse, c'est vraiment du passif, et de la force dans cette amplitude de mouvement. Ce qui, au final, on appelle ça la mobilité. C'est vraiment le fait d'avoir de la force dans des grandes amplitudes de mouvement. Et c'est ce qu'on cherche à avoir, et c'est ce qui permet de progresser en amplitude. Donc, pace raise sur l'extension, sur la flexion de genou. Ça, c'est pour gagner en fait bah, sur le fait de tendre la jambe, fléchir la jambe. C'est globalement ce qu'on utilise le plus au quotidien. Et déjà, si on progresse sur ces étapes-là, bah pour monsieur et madame tout le monde, mettons, qui font pas forcément de sport, juste pour être bien dans ton quotidien, Hmm. bah, tu fais ces étapes-là, déjà, tu peux marcher, tu peux te déplacer, tu peux t'asseoir, tranquille. Ces étapes-là, franchement, elles peuvent aller hyper vite selon le niveau de départ, mais globalement, c'est quelque chose bah, qui permet de progresser hyper vite. Et les pace race, justement, tu conseilles ce que tu disais tout à l'heure, les contractions isométriques, par exemple, d'en faire plusieurs fois, tous les jours, etc. Est-ce que les pace race, c'est pareil, tu peux en faire tous les jours quand t'as les ligaments, ou est-ce qu'il faut faire moins souvent? Alors, en fait, la fréquence, ça va dépendre de l'intensité qu'on y met. Théoriquement, sur le papier, les pace race, c'est à intensité maximale. Ouais. Ça, c'est sur le papier. Moi, même si c'est pas intensité maximale, des fois, je les appelle vraiment pareil. Et en fait, bah, quand tu es blessé, le but, ça va être de faire des pace race, mais pas à intensité max. De toute manière, tu peux pas mettre de l'intensité max, Hmm. mais de manière hyper fréquente. Vaut mieux pour moi d'avoir beaucoup de fréquence et pas beaucoup d'intensité dans le stade, la période aiguë de la blessure, plutôt que vouloir vraiment faire fort et pas le faire souvent. C'est vraiment la fréquence qui va dicter les adaptations rapidement au début. Ok. Donc, moi, c'est quelque chose qu'on peut faire tous les jours, plusieurs fois par jour. Moi, personnellement, sur mes pace race, j'y passais à peu près 1h30, 2 heures par jour, du premier jour de ma blessure jusqu'à mon retour au terrain. Donc, Ok. pour donner une idée, à peu près 1h30, 2 heures, vraiment, on va dire, bah, le premier mois, franchement, je faisais ça tous les jours, plus du travail annexe à côté. Donc j'y passais vraiment beaucoup de temps, mais en fait, bah, je voulais récupérer rapidement. Et en soi, bah, si tu veux récupérer hyper rapidement, bah, théoriquement, mieux tu fais les choses, mieux ce sera. Ouais. Si tu passes 5 minutes par jour, bah, je dis pas que c'est pas bien, mais tu vas récupérer beaucoup moins vite que le mec qui fait plus. C'est comme en entraînement, hein. Globalement, si tu gères bien les choses, bah, plus tu t'entraînes, mieux c'est. Hmm. Ouais, c'est ça. Donc voilà, ces contractions isométriques-là, voilà, plusieurs fois par jour, au début, c'est vraiment quelque chose que je recommande à tout le monde, parce que c'est vraiment quelque chose qui va permettre de mieux bouger, d'avoir moins de douleur. En parallèle de ça, donc on a ce travail-là, on va dire d'amplitude de mouvement. C'est le but, bah, c'est ce travail de pace raise aussi qui va permettre de gagner en capacité autour du genou et en fait qui va dicter la suite. Ok. Qui va dicter la suite. Là, j'en ai pas parlé, mais ce qui est essentiel aussi, ça va être le travail de rotation tibiale. Le travail de rotation tibiale, en fait, ça va être bah, lié à la fonction des ligaments croisés. Ils assurent la stabilité, en fait, au niveau tibial. Donc, au niveau de la stabilité entre l'os de la jambe Ouais. et le tibia. Bah, si on n'est pas, on n'a plus le ligament, on a moins de stabilité à ce niveau-là. Qu'est-ce qui va améliorer notre stabilité outre les ligaments? Ça va être, bah, par exemple, les muscles. C'est globalement le plus simple à comprendre. Bah, nos muscles, ils vont permettre d'avoir cette stabilité-là. Mais par contre, il faut les entraîner sur cette rotation-là. Et généralement, c'est quelque chose qui est hyper négligé. Tu regardes énormément de mecs qui font une réhab des ligaments croisés. Là, en fait, ils travaillent jamais les rotations tibiales. Résultat, bah, c'est pour ça qu'on a en moyenne une personne sur deux qui se répète le ligament croisé après l'opération. Hmm. C'est parce qu'en fait, bah, ils n'ont pas travaillé en fait, la fonction qui était faible qui fait que tu t'es blessé. Si tu ne le travailles pas, bah, au final, tu vas continuer de rester faible et derrière, quand tu vas reprendre ton sport, même si tu as fait beaucoup de réhab, tu es fort sur tes quadriceps, tu es fort sur tes ischios, si tu n'es pas fort sur ta rotation tibiale, bah, tu as de grandes chances de te péter à nouveau. Ouais. Et c'est vraiment quelque chose de sous-coté et qui est impératif de faire. Donc, rotation tibiale, si j'essaye d'expliquer concrètement, c'est le fait de bah, bouger au niveau du tibia sans bouger au niveau de la hanche, enfin au niveau du fémur. Ok. Donc, c'est juste ton genou qui va pivoter. C'est vraiment le bras de levier. Du coup, ton pied en soi, il va pivoter, mais il n'y a pas de mouvement au niveau de la cheville.
Et ça, déjà, dans un premier temps, si vous essayez, vous n'avez pas l'habitude, bah, souvent, ce qu'on voit, c'est que c'est assez compliqué. C'est Ouais, compliqué souvent de on a l'impression que ça bouge pas en fait. C'est pour ça qu'il faut pas bah, être surpris, là, quoi, ça entre bouge guillemets. pas, le fémur qui bouge, la Hmm. hanche qui tracte, ou à l'inverse, tu compenses avec la cheville. C'est quelque chose qui est assez compliqué à maîtriser au départ, mais Ouais. c'est justement parce que bah, on n'est pas capable de mettre la force sur cette rotation tibiale. Donc, c'est-à-dire qu'on est faible dans cette position. Hmm. Donc, pèse-raise, pareil, sur cette rotation tibiale. Ça, c'est vraiment pour moi le travail le plus important. Ce travail articulaire-là, c'est lui qui va dicter toute la suite. Peu importe le travail en fait dynamique, on va dire, qu'on va faire ensuite. Donc le travail dynamique, c'est quoi? Ça va être tout ce qui est travail au niveau plutôt classique, on va dire. Souvent, quand on voit des squats, des fentes, des leg Ouais. curls, des extensions, etc. Moi, j'appelle ça du travail dynamique. On va dire ça va être du travail musculaire. Ce travail musculaire, bien, il est hyper important. Mais en fait, si le travail articulaire il n'est pas fait au départ, bah, on a beau faire tout le travail musculaire que tu veux, en fait, il y aura toujours certaines faiblesses, et c'est Hmm. ces faiblesses-là souvent qui vont faire qu'on se blesse. C'est pour ça, hein, la plupart des gens, bah, en réhab, voilà, ils vont faire tout ce travail musculaire. Ils vont le faire, ils vont revenir progressivement, sauf que bah, s'il n'y a pas le travail articulaire, bah, ils vont se blesser par la suite. Vraiment, Ouais. les études que j'ai en tête, tu as vraiment 50% de rupture suite à une opération dans les 3 ans. Ouais, ça Et m'étonne pas. je ne sais plus quel pourcentage de personnes aussi, j'ai un truc genre 80% des joueurs blessés qui retrouvent jamais leur niveau d'avant blessure, tu vois. Y a pas un délire aussi de. Y a un temps de pourcentage des gens qui se pètent les ligaments croisés qui se pètent dans un certain temps l'autre ligament, enfin l'autre genou. Y a un Mm. truc aussi comme ça, il me semble. J'ai plus les chiffres en tête, je les avais Ouais, vus, je me je rappelle plus. Mais. euh, mais un truc comme ça, mais en fait, c'est tout simplement parce que bah, en fait, les gens, ils vont avoir inconsciemment ou consciemment, et en fait, ils vont compenser sur l'autre jambe. Ils Ouais. vont compenser sur l'autre jambe, et en fait, bah, du coup, là, admettons, tu te blesses à la jambe droite, bah, la jambe gauche, en fait, elle va, au final, elle va avoir plus de contraintes. Si ta jambe gauche, elle n'a pas les capacités de tolérer ce que ta jambe droite ne pouvait pas tolérer non plus au départ, c'est pour ça qu'elle s'est blessée, mais en fait, la jambe gauche, elle va prendre aussi au bout d'un Ouais. moment. Il y a pas de secret parce que clairement, si tu te blesses à la jambe droite, bah, tu as intérêt de renforcer aussi la jambe gauche parce que au départ, moi, admettons, bah, moi je me suis blessé à la jambe droite, bah, je pensais que j'étais préparé. Je pensais que j'étais préparé, mais si je me suis blessé, c'est que j'étais pas suffisamment prêt par rapport à ce que je voulais faire. Hmm. Bah, j'ai bien travaillé sur la jambe droite pour retenir, mais j'ai aussi bien travaillé sur la jambe gauche pour justement, même si au moment T, j'étais pas blessé, je me dis que j'avais pas forcément que j'ai des faiblesses que je sens direct, mais faut travailler dessus parce que sinon, bah, justement, à tout moment, ça risque de péter. Ouais, Parce bah que oui. théoriquement, au top, quand tu te blesses, bah, ça veut dire par la suite, bah, tu dois être encore meilleur que ça si tu veux pas te blesser de nouveau. C'est ça. Donc, on a ce travail articulaire. Si je récapitule sur le travail musculaire, bah, le but, c'est bon, c'est tout le travail conventionnel. Souvent, c'est un peu plus compris, c'est un peu plus simple. Mais le but, c'est de s'exposer à tout. En gros, faut travailler au niveau des quadrilles, faut travailler au niveau des ischios, des adducteurs, travailler aussi au niveau des, on va dire, des chevilles, enfin des mollets, du tibial, etc. Toutes les structures qui avoisinent le genou, Hmm. c'est hyper important de travailler là-dessus, que ça soit sur des grandes amplitudes, donc les amplitudes les plus grandes que tu peux faire, admettons, bah, les mouvements simples qu'on peut faire rapidement quand on se blesse sans trop de contraintes, ça va être par exemple du leg curl, du leg extension, parce qu'on peut vraiment choisir la contrainte qu'on met sur le genou et l'amplitude qu'on a. Et ça, par exemple, bah, tu peux travailler, je sais pas, tu mets 5 kilos, tu viens de te blesser, tu n'as pas beaucoup de force, tu mets 5 kilos, tu tends, tu plies la jambe, bah, tu vas quand même travailler sur l'amplitude maximale que tu as disponible. Donc, et ça, progressivement, bah, vu que tu vas gagner en amplitude, bah, pareil, tu vas gagner en amplitude dynamique sur ton travail de renforcement. Ouais. En plus de ça, moi, je conseille de, si c'est possible, de conserver du travail de force. Parce qu'au bout d'un moment, par exemple, moi, bah, on a quand même une bonne amplitude de mouvement, même si elle n'est pas complète. Et en fait, on peut avoir pas mal de force en fait, sur cette amplitude de mouvement partielle qui permet d'avoir bah, du travail nerveux. Quand je dis du travail de force, bah, ça va être du travail plutôt avec des charges lourdes. Hmm. Et les mouvements les plus simples qu'on peut faire, ça va être du soulevé de terre ou du demi-squat, par exemple. Demi-squat, voire même quart de squat. Parce que en fait, l'angle au niveau du genou, il va être petit, mais par contre, derrière, on va pouvoir mettre pas mal de force. Et là, bah, le but, ça va être de continuer de bosser ses qualités de force, ou plutôt de les entretenir, parce que si tu viens de te blesser, généralement, tu vas quand même pas mettre tes max Ouais. directement, mais tu vas continuer de travailler au niveau de la force
sur ce que tu es capable de faire ou un petit peu réduire, mais continuer. Parce que si tu n'as plus du tout de stimulation, vraiment tes capacités vont chuter et derrière, ça va être très compliqué. Si tu entretiens un petit peu, tu continues de travailler, bah, tu limites les pertes d'un point de vue en fait neural, on va dire. Ok. Demi-squat, voilà, soulevé de terre sur des petites amplitudes, mais par contre, sur des charges, on va dire, lourdes par rapport à ta situation actuelle. Moi, je sais que j'ai repris le soulevé de terre suite à ma blessure. Je l'ai repris 6 jours après blessure, je crois. 6 jours, je faisais du soulevé de terre, enfin, facile, moi, par rapport à mes charges actuelles. Au début, je teste, je mets 60 kilos, je vois, je suis facile. Je mets 80, 100, 120, 140. Vous voyez, j'étais bien. Et j'étais à J+6. Du coup, je suis resté à ces charges-là pour continuer, en fait, de me travailler essentiellement sur du soulevé de terre au niveau des ischios. Mais voilà, si tu fais du squat, tu es sur du demi-squat, du quart de squat, tu es plutôt sur les quadris, mais tu auras du travail de force comme ça. Ouais, Et au ok. fur et à mesure, tu progresses en force. Moi, j'ai retrouvé, je me souviens, j'étais content. 3 semaines après blessure, j'ai repassé 200 kilos sous les terres. J'étais Ok. content, tu vois. Ouais, ouais. Sachant, et je me sentais bien sur le genou. Ça aussi, je dis travail de force. Ça, c'est dans la mesure où on se sent bien sur ça. Hmm. Si tu vois que t'es pas du tout, t'es pas capable de marcher par exemple, et que ça sert à rien de vouloir tenter de faire un soulevé de terre. Par contre, quand tu vois, tu es à l'aise à la marche, que tes exercices en isométrie, tu le sens bien, peut-être que tu peux tester du travail voilà, de renforcement un peu plus avec des contraintes un peu plus élevées au niveau force. Ouais, et là aussi, je pense où il faut faire attention, c'est peut-être dans le cas aussi où, bah, tu vois, selon le sport pratiqué, il y a peut-être certaines personnes qui, imaginons, n'ont jamais fait de soulevé de terre, des choses comme ça. C'est du coup vu qu'il y a aussi, dans ce cas-ci, vu qu'on l'a jamais fait, il y a le côté apprentissage du mouvement, de pas vouloir mettre trop lourd, justement, tu sais, à mettre trop de contraintes d'un point de vue apprentissage en même temps, tu vois. Clairement, si t'en as jamais fait avant, vas-y tranquille, hein. Ouais, Vas-y tranquille, de toute façon, tu commences barre à vide, même moins que barre à vide, tu peux commencer, je sais pas, au poids du corps ou avec un bâton et t'y vas progressivement. c'est ça. Généralement, moi je parle de la mesure où tu faisais du soulevé de terre, du squat Oui, avant, oui, oui, non mais, ouais, carrément. pas te mettre à faire du travail de force alors qu'on n'a jamais fait et que tu viens de te blesser. Et c'est un aspect aussi que là, j'ai pas évoqué avant, mais tes capacités d'avant blessure, elles jouent énormément sur comment tu vas récupérer après blessure. Moi, ce qui a fait aussi que j'ai récupéré hyper vite, c'est que j'avais d'excellentes capacités au niveau des membres inférieurs avant de me blesser. Ce qui fait que je me suis blessé, même si j'avais plus le ligament, j'ai toujours été hyper stable. Tu vois, je marchais. Franchement, je me blesse le dimanche. Le mercredi, moi, j'entraînais au Stade Français à cette époque-là. Le mercredi, mes jeunes, ils jouent un match. Le mercredi, j'étais au match. Mercredi, j'étais au match, j'ai fait l'échauffement. J'ai fait l'échauffement. J'ai indiqué l'échauffement, mais j'étais sur Ouais. le terrain avec les jeunes. Mais au final, tu es sur un terrain, tu marches toute la journée, je prenais des escaliers parce que j'étais stable au niveau de mon genou. Hmm. Et ça, c'est dû à tout le travail que j'ai fait avant. Si tu as zéro capacité et que tu te blesses, tu vas pas développer des capacités comme ça. Ouais, c'est Mais par ça. contre, tu peux limiter grandement les pertes, voire te développer, parce que si tu n'as pas de capacité au départ, la moindre sollicitation, ça va être du progrès. Et ça va être en soi le même raisonnement, c'est juste que tu vas aller moins vite. Ouais, et justement, vu que tu parles un peu de capacité, etc., après qu'on s'est blessé, imaginons qu'on a suivi, bah déjà, dans le cas où on a déjà fini la phase 1 que tu avais expliqué, donc vraiment la base, tu vois, le fait de continuer le mouvement, etc., et que on a déjà commencé le travail, tout ce qui est musculaire, on a fini le travail articulaire, bref, pour que tu imagines un petit peu où est-ce qu'on est. En combien de temps, à partir de là, on peut, on va dire, espérer retrouver, donc toi tu nous as un petit peu expliqué avec ton cas, mais retrouver ses performances d'avant dans son sport? Alors, déjà, je rebondis juste sur un point. Il y Ouais, a le travail articulaire, il est jamais fini. Franchement, le travail articulaire, il est jamais ouais, fini dans la ouais, mesure où je vois ce que tu veux dire. si tu t'es blessé au départ, justement, c'est que tu manquais de capacité. Si tu continues pas d'entraîner tes articulations, en fait, leurs capacités elles vont diminuer. Et au bout d'un moment, enfin, si tu fais un sport co, enfin un sport, Hmm, non, au bout d'un moment, ça risque de péter. Donc, en soi, ce travail-là, il est à vie. Mais ça ne veut pas dire que tu dois y passer des heures tous les jours. Tu vois, moi, j'expliquais que j'ai passé 1 heure et demie, 2 heures tous les jours quand je me suis blessé. Actuellement, en fait, c'est intégré dans mon travail de bas du corps. Donc, au final, j'y passe 3-4 heures par semaine. Tu vois, j'y passe pas, enfin, tant de temps que ça peut être beaucoup pour la plupart des gens. Mais on peut y passer moins de temps. J'ai des personnes qui se sont fait également croiser, qui ont plutôt un métier sédentaire ou pas hyper exigeant. Elles font pas ouais,
tennis, de sport où elle court, etc., bah, le travail d'entretien, en soi, il dure 10 minutes 3 fois par semaine, tu vois. Hmm. C'est, ça dépend de ce que tu cherches à faire par la suite. Et donc, pour revenir sur les délais, donc, bah, moi, je vais prendre déjà mes temps de récupération à moi. Donc, moi, je me suis blessé le 13 juin. J'ai repris les petits sauts 2 semaines après blessure. 2 semaines après blessure, j'ai Ok. commencé à intégrer des petits sauts parce que je me sentais bien sur tout ça. Sachant que le saut, le travail de course, de changement de direction, ça va être que l'expression de tes capacités. Hmm. C'est pas parce que tu fais du travail de course, de changement de direction. Souvent, on voit ça bah, chez les kinés, chez certains prépas, avec les coachs, etc. Ils vont me dire, ouais, séance de réhabilitation, ligament croisé, tu vois, la personne, elle court, elle fait des sauts. Sauf que ce travail-là, il va pas rendre la personne meilleure. Par contre, il témoigne juste des capacités bah, autour de la blessure, donc là, autour du genou. Ça va juste témoigner des capacités actuelles à ce moment-là. Si j'ai pas les capacités, ben, ce travail-là, je peux pas le faire. Et faire du travail de saut, ça va être inutile parce que je vais faire plus que mes capacités, je vais me faire mal. Hmm. Et à l'inverse, si j'ai les capacités pour, bah, c'est pas quelque chose qui va me permettre de progresser. Par contre, ça me permet de voir où j'en suis. Moi, mon but, c'était de reprendre le football américain. Bah, football américain, je dois faire de la course, je dois faire des changements de direction, je dois sauter. Donc, le but, c'est de voir où j'en suis dans ma réhab au fur et à mesure. Donc, j'ai intégré du travail de saut. Comme ça, j'ai vu que j'étais à l'aise sur les petits sauts. Du coup, j'ai intégré des petits sauts avec des changements de direction. Au bout de un peu plus de 2 semaines, du coup, je voyais que j'étais bien sur les sauts, bah, j'ai intégré de la course en ligne droite. Au bout de 3 semaines, j'ai intégré, bah, je continue en ligne droite, mais j'ai intégré les sprints. J'ai commencé à intégrer aussi des changements de direction avec des vitesses assez faibles, mais j'y Ok. allais tranquille. Et ça, c'était que l'expression de mes capacités. C'est pas quelque chose qui me faisait progresser, mais ça me permettait de voir là où j'en étais pour justement bah, voir à quel point je pouvais reprendre. Et moi, au final, bah, j'ai repris 28 jours après blessure sur bah, une autre compétition. En fait, j'avais un tournoi bah, de foot US sans contact. Ok. Bah, j'ai fait la compétition le 11 juillet, 28 jours après ma blessure. Et sur toute la compétition, je dis pas que j'étais à 100% de mes capacités, j'étais plutôt aux alentours des 90-95%, mais je pouvais courir, je pouvais sprinter, je pouvais changer de direction. J'étais capable en gros de tenir mon rôle sur le terrain, même si j'étais pas à fond. Et au final, bah, un mois après blessure, c'est top. Franchement, un mois après Bah oui. blessure, croisé, quand on voit qu'en général on est aux alentours des 6, 8, 10 mois chez les pros et plutôt un an chez les amateurs, c'est pas mal. Sachant que dans mon cas, et dans le cas, c'est potentiellement ce que je recommande à pas mal de personnes. Non plus, j'ai pas été opéré. Dès que tu te fais opérer, ça multiplie énormément, enfin multiplie énormément, ça multiplie pas mal le temps de récupération. Hmm. Donc globalement, donc moi j'ai mis un mois à reprendre mon activité et après ce mois-là, bah, j'ai continué de travailler dessus, mais j'étais bien. Mes perfs en muscu, pareil, je me souviens, j'ai battu mon record au soulevé de terre par exemple, je l'ai battu fin août. Donc Ok. même pas 2 mois et demi après blessure, j'ai battu quelque chose de. Enfin, mon record d'avant blessure. Donc, c'est énorme. Enfin, c'est énorme. C'est franchement Bah deux mois surtout et que demi. t'en faisais, je suppose, déjà depuis un certain moment, ce que tu connais bien, mais en muscu, plus le temps passe sur un exo et plus c'est long à Ah, décrocher, quoi. soulevé de terre, j'en fais plus depuis quoi? J'en fais depuis 8 ans, plusieurs fois par semaine. Ouais, Donc, voilà, ouais. tu vois, Donc c'est le sûr. fait de battre ton record, c'est en général, je bats mon record à peu près tous les 6 mois, tu vois. Ouais, Donc, c'est quelque chose qui arrive pas souvent, donc ça montre bien que effectivement t'avais bien repris, quoi. le genou était bien sur ça. Le squat, j'ai mis un peu plus de temps. De mémoire, j'ai repassé l'équivalent de mon max. Enfin, j'ai égalisé mon max, je crois, 3 mois et demi après blessure, Ok. 4 mois. Et sur des 6 squats, par exemple, je Ouais. sais pas ce que je faisais. Ouais, je vois ce que En, c'est, ouais. en 2 mois, je refaisais les déficits comme je faisais avant. Ok. Après, la seule différence, tu vois, c'est que en gros, le travail de flexion complète, il était un peu plus compliqué. Je devais m'échauffer davantage. Avant, je pouvais faire limite à froid, je le faisais. Hmm. Là, il fallait que je m'échauffe quand même une dizaine de minutes avant de le faire, tu vois. Ouais. Et que j'y aille progressivement. Donc, ça, c'est pour mes standards à moi. Donc, un mois, j'ai récupéré, j'ai repris la compétition. Et vraiment, 3 mois, 3 mois et demi, j'ai été capable de faire tout ce que je faisais avant, voire mieux. Ok. Ensuite, moi, suite à ça, bah, j'ai publié sur les réseaux en fait à propos de tout ça. Et il y a plein de gens qui me disaient ouais, c'est pas possible, tu vas trop blesser, etc. Moi, j'étais persuadé de mon truc. J'étais persuadé que ce que j'avais fait, bah oui, ça a marché pour moi, mais ça allait marcher aussi pour n'importe qui en soi qui fait la même chose. Donc, ce que j'ai fait moi dans l'année après, c'est que en fait, j'ai utilisé toutes les choses un peu que je t'ai expliqué un petit Ouais. peu là. Je les ai appliquées sur une dizaine de personnes. Et en moyenne, la plupart des personnes sur qui j'ai appliqué, on était plutôt sur un retour des ligaments croisés entre 1 et 3 mois pour les personnes qui ne se faisaient pas opérer.
Donc en général, voilà. J'ai eu un mec, franchement, ça faisait un mec au foot US. Il a repris le foot US 5 semaines après blessure, alors que lui, s'était fait ligament croisé et ménisque. Ah oui, d'accord. Ouais. Mais, tu vois, et après, bon, il n'était pas à 100%, mais il a repris bien, 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 tu vois. Donc, avec contact, avec plaquage et tout. Donc, 5 semaines après blessure, ligament croisé et ménisque. Donc, tu vois, c'est pas juste ligament croisé, il y avait bien le ménisque aussi. Ouais. Ça, dès que tu as le ménisque, ça complique encore un peu plus les choses. C'est donc ça, j'ai eu ça. J'ai eu un mec qui avait le ménisque, lui, déchirure des ménisques. Lui, en 2 semaines. En 2 semaines. Bon, après, c'était pas un mec de sport collectif. Lui, il faisait essentiellement de la muscu. Mais il me disait qu'en 2 semaines, il faisait quasiment tout ce qu'il faisait avant. En un Hmm. mois, il a retrouvé ses perfs d'avant blessure. Ok. Pareil, toujours sans opération. J'ai un mec, tu vois, il s'est fait opérer. C'est un handballeur que j'ai partagé sur mon profil. Lui, en 4 mois, on a repris le hand. En Ouais. 4 mois, on a repris le hand, pas pareil, pas en compétition, mais à l'entraînement, la course, le changement de direction, on va dire à moyenne haute intensité. J'estime que haute intensité, bah, c'est vraiment match, t'es à 100%. Moyenne haute intensité, tu es plutôt à 80-90. Donc, tu fais pas tout, 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 mais tu fais une grande partie. Hmm. Et tu vois, 4 mois, 4 mois et demi, il reprenait. Ok. Là, on est à 6 mois. Le mec, il a vu son chirurgien. Donc, le mec, il est, je sais plus dans quelle région, mais en gros, le chirurgien qui l'a opéré, il s'occupe de pas mal de sportifs de haut niveau. Il y a une équipe de haut niveau en hand à côté. Et il lui explique qu'en gros, il n'a jamais vu ça. Il n'a jamais eu un retour aussi rapide des ligaments croisés avec opération depuis qu'il travaille. Et le mec, ça fait plus de 30 ans, il opère des gens. Il n'a jamais Ouais. vu ça. Et il lui explique après, pareil, ils font les tests de force. Le mec dont je me suis occupé, il fait 65 kilos. Il a les tests de force, il donne à peu près les standards qu'il a, le mec, pour des athlètes de 95 kilos. Donc un peu plus fort que lui. Théoriquement un peu plus fort, un peu plus lourd que lui. Ouais. Donc tu vois que le mec, il est bien au niveau du jeu. Donc lui, 5 mois, vraiment 5 mois, 5-6 mois après opération, on est bien. Alors Ok. que on est vraiment plus long que ça pour les mecs à haut niveau, Hmm. sachant que les mecs qui reviennent souvent en 6 mois à haut niveau, ils reprennent pas la compétition au bout de 6 mois. C'est 6 mois, ils reprennent le foot ou ils reprennent le Ouais. sport. Ouais, l'entraînement, quoi. J'ai eu une personne avec opération, une dame, elle était sédentaire par exemple, en à peu près, je crois, 6 semaines, elle était bien dans son quotidien. Elle n'était pas hyper à l'aise sur tout, 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 mais en 6 semaines, elle était bien après opération. Donc, quand même des standards bah, plutôt rapides, mais ça dépend toujours du travail qu'on y met. Ouais, c'est ça, Plus c'est l'investissement, quoi. En voilà, plus temps. on s'investit, plus on récupère vite. Là, j'ai aussi une autre dame, bah, elle a même chose, pareil, plutôt sédentaire, etc. Elle, on a fait 3 mois de suivi. À la fin des 3 mois, elle était pas bien de ouf, mais en même temps, elle n'appliquait pas ce que je lui disais de faire, tu vois. Ouais. Donc, d'un côté, bah, ouais, on sait ce qu'il faut faire pour bien récupérer, mais par contre, il faut l'appliquer. Ouais, Si c'est ça. derrière, on consacre 5 minutes par jour, bah, tu comptes pas récupérer en un mois, tu vois. Ouais, c'est logique, ouais. Non, mais bah, de toute façon, ça c'est dans tout domaine, hein, Et au j'ai final. aussi j'ai un basketteur ouais, qui avait repris, enfin lui il avait, non j'ai un footballeur qui avait lui ligament croisé, ligament latéral externe ou interne, je sais plus. En gros un autre ligament autour du genou, donc Ok. un qui était pété entièrement, donc le ligament croisé qui était pété entièrement, et une entorse de l'autre ligament. Donc pareil le genou assez touché parce que bah, une autre structure touchée en plus qui touche la stabilité du genou. Et lui pareil c'était un footballeur à la fin des 3 mois, il me dit que bah, ça faisait déjà un mois, il avait repris le foot et il était bien, tu vois. Il était Ouais. bien, il avait juste une petite gêne à la flexion complète sur certains mouvements de muscu, et enfin sur certains mouvements de muscu. En gros, juste sur l'étirement vraiment quadriceps, tu mets le talon à la fesse Ah oui, et ouais. tu t'en en même temps. Bah, il me disait que ça tirait un peu sur le genou, mais c'était une douleur qui était acceptable, tu vois. Et Hmm. ça, c'est 2-3 mois. Deux, trois D'accord. mois, le mec, il est très bien. J'ai par la suite, je me suis occupé d'une dame aussi. Elle, c'était pas rupture complète, mais elle avait ménisque, arthrose, enfin l'arthrose poussée et tout. Et en quelques semaines, plus aucune douleur, tu vois. Ok. Franchement, en fait, si tu appliques les bonnes choses, en fait, il n'y a pas de secret, tu récupères hyper vite. Enfin, Ouais, hyper. ça se peut Tu compter récupères facile en surtout bien. semaine, quoi, parce au que final. La priorité, c'est de récupérer bien. Mais en plus de ça, généralement, ça va vite. Ouais. Franchement, je suis en train d'échanger avec un mec régulièrement. Là, pareil, il s'est fait les ligaments croisés il y a 10 jours. Le Ok. mec, il fait, je sais pas s'il a fait des dunks au basket.
Ouais. 10 fois ligament croisé. Le mec, il fait des dunks. Je suis là, je me dis, il est capable de faire un retour encore plus rapide que moi. Mais pareil, tu vois, le mec à J+1, il était déjà en train de mobiliser. Moi, je l'ai eu au téléphone, il était à J+5 ou un truc comme ça. Et du coup, bah, derrière, on a échangé, je lui ai dit des trucs à faire. Et le mec, bah, il travaille vraiment. Le mec, je pense qu'il y passe pareil 2 heures par jour, voire plus. Et derrière, le mec, il récupère hyper vite, tu vois. Ouais, non, mais c'est ça, c'est. Mais de toute façon, de tout ce que tu nous as dit, ça nous permet un peu d'avoir une idée. C'est-à-dire que si on s'y investit vraiment à fond, etc., ça se compte en quelques semaines, quoi. Enfin, ça peut aller très vite. Et puis après, sinon, faut pas espérer. Enfin, généralement, c'est en dessous de 3 mois, tu vois, si on fait les choses correctement. Sans opération, ouais. Je pense clairement que la plupart des gens, en 2 3 mois, ils peuvent revenir à peu près à ce qu'ils faisaient avant, si on parle d'un sport. En 2 3 mois, sans opération, ils peuvent faire ça. S'il y a certaines quand même capacités au départ. Après, Ouais, généralement, quand tu fais un sport, tu as certaines capacités au départ. Tu vois, en gros, je mets de la mesure. Tu vois, admettons, un mec qui se fait les ligaments croisés, qui est sédentaire, il n'a pas fait de sport depuis 20 ans, bah, il va pas te reprendre le foot 2 3 mois après, ouais, c'est même ça. s'il sacre 2 heures par jour. Par contre, un mec qui est footballeur, il a déjà l'habitude de s'entraîner plusieurs fois par semaine, il se fait les ligaments croisés. Bah, derrière, s'il bosse régulièrement, ouais, 2 3 mois, il peut être bien sur la reprise du foot. Tu vois, mais après, globalement, les personnes qui sont sédentaires, bah, elles vont avoir besoin des contraintes pour être sédentaires. Tu vois, moi, j'ai appris il y a quelques mois que ma mère s'était fait les ligaments croisés. Ma mère, ça fait 30 ans, elle n'a pas fait de sport, elle est en situation d'obésité et elle a plus de ligaments croisés. Et en fait, elle a jamais eu de soucis autour du genou. Hmm. Donc, ça dépend aussi quand même bah, de ce que tu dois faire au quotidien, sachant qu'elle n'a pas forcément travaillé dessus, tu vois, mais juste bah, le fait de marcher, parce qu'en soi, elle doit marcher tous les jours pour son travail, bah, juste le fait de faire ça, ça lui a fait du bien à son genou. Et donc, je reviens aussi sur un point qu'on n'a pas trop parlé, justement, j'ai dit avec ou sans opération. La question de l'opération, pour moi, ça dépend du contexte dans lequel on est, mais dans la plupart des cas, je conseille, c'est les études que j'ai regardées et mon expérience personnelle, elles me montrent qu'on a peu d'avantages à opérer. Parce que c'est généralement quand on opère, déjà les délais ils sont plus longs, on Ouais. n'a pas forcément de meilleur retour au sport, à la vie active, etc. Donc, généralement, ce qu'on va te dire, c'est ouais, faut te faire opérer pour reprendre les sports de pivot, pour reprendre le ski, etc. Ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas de différence. À 2 3 ans, il n'y a pas de différence. Ok. Souvent, ce qu'on va te dire, c'est ouais, mais si tu te fais pas opérer, bon, même, admettons, tu reprends ton sport, ouais, mais tu vas avoir plus d'arthrose. On voit qu'il n'y a pas plus d'arthrose, voire même, il y aurait tendance à en avoir plus si on fait l'opération. Donc, D'accord. pareil, un autre truc. Il y en a, ils vont te dire que tu as plus de contraintes derrière sur les ménisques. Pas de différence au niveau des blessures aux ménisques pour les personnes opérées ou pas opérées. Et en fait, il y a plein d'études en fait, qui montrent, et quand on regarde les études, on se dit bah, pourquoi on opère. Franchement, Hmm. quand tu vois les études, tu vois quasiment aucun avantage à opérer. Après, je mets un bémol éventuellement bah, pour les personnes un peu dans le cadre qui souffrent le martyr, qui sont pas capables de poser le pied au sol, bah, à voir si justement la rééducation est efficace ou pas. Parce que pour l'instant, je suis tombé sur personne qui avait en gros vraiment Enfin, j'ai déjà eu les retours de certains par le passé, mais ils me disaient qu'ils avaient été opérés il y a 5 6 ans, des trucs comme ça. Ouais. Enfin, en gros, personnes vraiment qui pouvaient rien faire dans leur quotidien. Mais après, est-ce qu'elles ont fait des bonnes choses au niveau réel, tu vois? Moi, je suis persuadé que même si tu peux pas poser le pied au sol, tu peux rien faire au départ. Si tu fais des bonnes choses, bah, tu récupères bien par la suite sans opération. Hmm. Et ça, je peux pas l'affirmer vu que je l'ai testé sur personne. Ok. Ouais, non, mais en tout cas, c'est intéressant et t'as bien fait de nuancer pour le côté de l'opération. Et justement, la dernière question que je voulais te poser, c'était est-ce que le fait de se faire les ligaments, malgré tout ce qui est rééducation, etc., ça peut, dans certains cas, laisser des, on va dire, des dommages irréversibles sur les performances sportives, ou pas? Euh, Alors, bah, on en revient toujours à selon comment est menée la réhab, parce que voilà, les stats, moi, que j'ai en tête, c'est 80% des mecs qui se font les ligaments croisés, enfin des personnes qui se font les ligaments croisés, elles reviennent pas à leur niveau, elles reviennent jamais à leur niveau d'avant blessure. Ok. Ça, c'est général. Sauf que, bah, peut-être que 80% des gens aussi, ils font pas les bonnes choses. Ouais. Bizarrement, moi, toutes les personnes que j'ai vues et on a bien travaillé, bah, en quelques mois, on récupère un niveau meilleur qu'avant blessure. Hmm. Tu vois? Donc, pour moi, non. Tu te blesses, bah, même si ça peut être l'opportunité bah, de te consacrer justement davantage à un travail de ton genou que peut-être tu n'aurais pas fait avant. Tu vois, tu es footballeur, tu fais du rugby, tu fais du hand, n'importe quoi. Tu te blesses au genou, bah, derrière, tu sais que tu
tu vas travailler sur ton genou toute ta vie, peut-être de manière bien plus efficace que ce que tu aurais fait si jamais tu n'avais pas été blessé. Ouais. Et pour moi, c'est pas du tout une faiblesse, parce que franchement, on n'a pas besoin de ligaments croisés au quotidien si derrière on a les capacités suffisantes autour du genou. Ok. Ok, bah écoute, bah je sais pas si t'avais peut-être un autre point que tu voulais détailler ou quoi. Euh, Alors, je vais parler un peu de l'aspect psychologique aussi. Ouais, Bah, tu en as parlé un petit peu avant, mais en fait, le fait de comment on aborde la blessure va jouer énormément aussi. Moi, je sais que je me suis blessé. Bah, dès le moment où je me suis blessé, j'ai fait OK, je me suis blessé, OK. Mais par contre, je vais faire en sorte de bien revenir et je vais pas me laisser abattre. Bien sûr, au début, quand on m'a dit, on m'a confirmé que c'était le ligament croisé, il était complètement pété, bah, j'étais déçu. Mais j'ai rebondi rapidement pour travailler dessus. Et ouais. en fait, l'état d'esprit dans lequel tu abordes la blessure, ça va jouer énormément. Si tu te dis, ouais, tu te blesses, tu vois déjà, enfin, t'es sportif, tu vois ta fin de carrière, tu te dis, ouais, je pourrais plus jamais courir ou des trucs comme ça. Mais en fait, déjà, tu te mets des bâtons dans les roues parce que inconsciemment, tu vas te dire que c'est pas possible. Si tu dis que c'est pas possible, bah, il y a de grandes chances que ça soit pas possible. Inverse, si tu te dis que c'est possible, bah, il y a de grandes chances que ça soit réalisable. Et surtout si derrière, tu travailles bien dessus. Donc, l'état psychologique joue beaucoup. Et souvent, par exemple, on va parler d'appréhension. Quand on reprend le sport, il y a énormément d'appréhension chez les personnes blessées, peu importe la blessure, mais Ouais. ligaments croisés, il y a énormément d'aspects psychologiques. Bah, moi, c'est pour ça que tout au long de la réhab, bah, l'idée, c'est d'inclure justement du travail d'expression de tes capacités. Quand je dis les sauts, les changements de direction, la course, les sprints, etc., bah, ça ne te rend pas meilleur. Par contre, c'est hyper important de les mettre pour justement voir ce que tu es capable de faire. Parce que si tu n'as jamais fait de changement de direction à fond, de sprint à fond, et que tu te retrouves sur un terrain, bah ouais, tu vas peut-être douter un peu parce que tu l'auras pas fait avant. Par contre, si tu sais que tu l'as déjà fait en pratique avant et que tu es capable de le faire, bah, il n'y a pas de raison de douter de tes capacités parce que tu l'as fait. Il n'y a pas de Hmm. raison que Ouais, je tu vois. le faire, tu l'as fait juste avant. Donc ça joue énormément. Et il y a aussi tout l'aspect lié au mode de vie. Bah, comment tu manges, comment tu dors, ça va jouer énormément sur ta cicatrisation. Ouais. Enfin, quand je dis sur ta cicatrisation, pourquoi je dis ça? Que ça soit avec ou sans opération, dans la mesure où en fait, il y a des études qui montrent que le corps il serait capable de cicatriser tout seul, qui serait capable de cicatriser tout seul au niveau des ligaments croisés. Et il y a plusieurs études, enfin une en particulier, qui montre que même quand il y avait une rupture complète au niveau du ligament croisé antérieur, le temps il a passé, la personne enfin, elle a repris son sport, son activité, etc. Bon, on voit qu'il y a une sorte de cicatrisation qui s'est menée. C'est pas exactement le ligament, mais c'est quelque chose qui améliore la stabilité autour du genou. Et moi, déjà, j'ai fait une IRM de contrôle à 6 mois après blessure. Bah, le chirurgien, il m'a dit exactement ça. Il m'a dit, ah, je comprends pas trop. On voit clairement que votre ligament croisé il est entièrement rompu. Par contre, on voit une sorte de quelque chose à la place du ligament. C'est pas un ligament, mais par contre, il y a quelque chose. Et il me dit, et ça, il n'y avait pas au départ. Et là, bah, j'aimerais bien faire, tu vois, une IRM pour les 1 an Hmm. pour justement à quel point ça cicatrise, parce que théoriquement, c'est l'idée derrière, c'est que en gros, ton corps, il crée des tissus cicatriciels. C'est pas un ligament, c'est pas un tendon, c'est pas un muscle, etc. Mais il crée une structure qui va stabiliser si derrière, bah, tu as envoyé le bon signal. Et bah, le Ok. but, c'est de voir moi sur moi-même si mon corps, effectivement, il a créé ça, tu vois. Ouais, ça peut être intéressant en vrai, hein. Parce que c'est vrai que. Ok, bah écoute, c'est super intéressant en tout cas, tout ce que tu nous as partagé. Là, il y a plein d'infos à prendre. Et puis, bah, pour les personnes. Bon, généralement, les personnes qui seront le plus investies, ce sera les personnes qui seront déjà blessées. Mais le côté prévention, faut toujours aussi garder un œil dessus, à se dire que renforcer avant qu'on se blesse, c'est toujours la Bah, meilleure clairement. solution au final. Alors, si tu te renforces avant blessure, bah, au final, tu as beaucoup moins de chances d'être blessé. Ouais, c'est Mais au ça. final, tu gagnes quand même du temps à long terme. Si C'est tu ne te ça. blesses pas, ça fait plus de temps où vraiment tu progresses au fur et à mesure. Tu t'arrêtes pas. Enfin, t'es pas censé arrêter ton activité, mais mine de rien, bah ouais, j'ai quand même arrêté le foot pendant 2, 3 semaines quand je me suis blessé, tu vois. Hmm. Mais ouais, l'idée, c'est de préparer le corps justement pour éviter les blessures. Souvent, on parle de diminuer le risque de blessure, etc. Voilà. On ne peut pas l'éviter totalement. Par contre, on peut éviter, on peut mitiger le risque de blessure, diminuer la probabilité que ça arrive. Ouais, On peut pas dire que tu ne te blesseras jamais. Par contre, sur 100% de chance, bah, tu as peut-être moins de chances de te blesser si tu fais certains travail. c'est ça. Bah écoute, en tout cas, je te remercie Tom pour toutes les explications. Avec plaisir. Et puis bah d'ailleurs, vu que t'as parlé de ton profil, etc., t'inquiète pas, je mettrai tout ce qui est lien de tes réseaux. Enfin, je mettrai ton Instagram, ça je le sais. Après, tu pourras me donner aussi d'autres liens si tu veux.
Non, Euh, moi, je suis essentiellement sur Instagram. Moi, je sais que bah, s'il y a des personnes là, qui ont écouté ce podcast qui se sont blessées au ligament croisé ou qui ont une blessure ancienne, mais qui n'ont pas cicatrisé totalement, enfin, en fait, qui ne sont pas bien à l'heure actuelle, qui ont, ouais, admettons, tu t'es blessé il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, peut-être t'as été opéré, mais que tu n'as pas repris ton sport, tu ne te sens pas bien, bah, n'hésite pas, voilà, à jeter un œil sur mon profil. J'ai partagé énormément de choses gratuitement sur ça. Je suis aussi allé beaucoup plus en profondeur à travers une formation que j'ai fait mm, sur les ligaments croisés, sur le retour de blessure à propos de ça, où je détaille vraiment tout en détail. Là, tu vois, je t'ai expliqué voilà, pendant une petite heure à peu près, mais la formation, on va vraiment en détail, on voit les exercices, on voit vraiment les protocoles. En gros, ouais. tu as à faire tous les jours et comment adapter en fonction de ta situation. Et bah, j'ai que des bons retours sur la formation. Bah, tous les mecs, bizarrement, qui l'ont suivi, qui ont été blessés, ils les récupèrent hyper bien. Oh bah Donc, nickel. ça peut être un plus encore si tu veux te plonger davantage dans le retour des ligaments croisés. Ou que tu es un professionnel du sport et que tu veux comprendre vraiment bah, la profondeur de la démarche. Ouais, bah écoute, bah de toute façon la formation tu pourras me donner le lien aussi si tu veux, je pourrais directement la mettre hein, si t'as envie. Et puis Ouais, bah encore une fois merci pour avoir pris le temps de nous répondre à toutes les questions. Et puis, euh, avec plaisir. et puis on se dit Toujours. bah à la prochaine. Ciao ciao. Super.